conseil d'administration. Je suis David Alexandre Gros, je suis administrateur. Le conseil d'administration merci. C'est juste pour le live, ça. Ouais. Et le conseil d'administration m'a nommé le président de l'Assemblée. Comme vous le voyez, je suis là, et d'habitude, depuis de nombreuses années, c'était mon père, Claude Gros, qui présidait l'Assemblée. Et donc, en commençant, je tiens à le remercier, à rendre hommage à mon père, qui annonçait qu'il souhaitait se retirer de ses activités journalières au sein du groupe Saint-Jean. C'était vraiment depuis plus de 35 ans que sa vision, son engagement, son intégrité ont façonné cette entreprise, et en ont fait une référence de qualité et de savoir-faire. À l'issue de cette Assemblée générale, ma nomination en qualité de président sera proposée au conseil d'administration. Si le conseil me nomme président, je m'inscrirai dans la même continuité de cet héritage et de porter ce groupe, Saint-Jean Group, encore plus loin, tout en restant fidèle à nos racines et bien sûr à nos valeurs. Mon père deviendra président d'honneur, un titre qui est symbolique mais amplement mérité, et son regard bienveillant continuera de nous accompagner. À côté de moi, j'ai Madame Aline Collin et Monsieur Laurent Dentour, qui sont appelés pour remplir les fonctions de scrutateur. Au point de vue secrétaire, nous avons désigné Madame Marie-Christine Faure. Présent avec nous est aussi Benjamin Malherbe, qui est un représentant du cabinet Ernst & Young, qui sont nos commissaires aux comptes, et Monsieur Frédéric Vélezeau, du cabinet Oris Audit, est absent aujourd'hui, mais est excusé. Pour commencer, je vous indique quelques renseignements qui sont prescrits et qui sont mis à disposition de tous les actionnaires. Nous avons envoyé l'avis de réunion préalable le 19 mai. L'avis de la convocation de cette assemblée a été publié plus de 15 jours à l'avance. L'avis de la convocation de cette assemblée a aussi été publié 15 jours à l'avance dans le Toulion, ainsi que dans les annonces légales obligatoires. Tout le monde, tous les actionnaires titulaires de titres nominatifs ont également été convoqués par lettre ordinaire il y a quelques semaines. Et bien sûr, nos commissaires aux comptes ont été convoqués par lettre aussi au début du mois de juin. L'ordre du jour figure déjà dans l'avis de la convocation, et donc je vous demande de me dispenser de le relire, si quelqu'un voudrait que je le lise. Non. Donc avec ça, pour les droits de vote, Marie, je passe la parole à Madame Faure. Alors, d'après la feuille de présence établie conformément aux prescriptions de l'article 145 du décret du 23 mars 1967 et qui a été dûment émargé par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et mentionnant également les actionnaires votant par correspondance et certifiés exacts par les membres du bureau. Et donc on a sur les 3 200 000 actions composant le capital social, on a 2 801 242 actions, soit 5 398 240 droits de vote. Donc, en conséquence, l'Assemblée est régulièrement convoquée et constituée pour délibérer. Donc, au point de vue du rapport de gestion, je demande à l'Assemblée de me dispenser de la lecture, car elle figure dans la plaquette. Je suppose que tout le monde est d'accord. Et maintenant, je vais donner la parole au commissaire aux comptes. Bonjour à tous. Je vais vous parler au nom du Collège des commissaires aux comptes, le cabinet Ernst & Young Audit et le cabinet Oris Audit. Donc, en exécution de la mission qui nous a
été confiés par votre Assemblée Générale, nous avons le plaisir de vous présenter les rapports que nous avons établis au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Ces rapports portent sur les comptes annuels, les comptes consolidés, les conventions réglementées et l'autorisation d'attribution d'actions gratuites telle que prévue à la résolution numéro 17. Comme il est d'usage, nous vous proposons de vous en résumer les mentions et conclusions essentielles. En ce qui concerne nos rapports sur les comptes annuels et consolidés, nous avons certifié que les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 sont réguliers et sincères au regard de leurs référentiels comptables respectifs et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine du groupe et de la société à la fin de cet exercice. Les points clés de notre audit ont porté tout d'abord sur la reconnaissance du chiffre d'affaires et l'estimation des éléments portés en déduction de ce chiffre d'affaires, et dans un deuxième temps sur l'évaluation de l'écart d'acquisition de l'UGT agroalimentaire. Ça, c'était concernant les comptes consolidés, et concernant les comptes annuels, le point clé d'audit concernait l'évaluation des titres de participation et des créances rattachées. Dans le cadre de notre mission, nous avons également vérifié la sincérité et la concordance avec les comptes annuels et consolidés, les informations qui ont été données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, y compris les informations relatives aux rémunérations et autres avantages versés ou consentis en faveur des mandataires sociaux. Enfin, nous vous précisons que nos travaux ont été réalisés sur les normes d'exercice professionnel applicables en France et que nous avons réalisé notre mission dans le respect des règles d'indépendance. Concernant notre rapport sur les conventions réglementées, nous n'avons pas été avisés d'aucune convention réglementée. Et enfin, concernant le rapport sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations qui ont été données dans le rapport du conseil d'administration. Mesdames, Messieurs les actionnaires, nous vous remercions pour votre attention. Merci. Je voudrais remarquer que nous avons reçu des questions écrites proposées par 2 actionnaires. Pour les premières questions que nous avons reçues, nous allons les annexer, donc nous allons annexer des réponses écrites aussi, que nous allons annexer au procès verbal de cette assemblée. Nous avons aussi reçu des questions d'un 2e actionnaire, mais celles-ci n'étaient non recevables car elles ont été reçues dans un délai non conforme aux délais légaux qui sont normalement prévus à l'article du Code de commerce. Et maintenant, je vais demander à Guillaume de présenter l'activité 2024. Okay, merci David Alexandre. L'activité 2024, comme vous pouvez le voir dans le rapport de gestion, a été beaucoup plus difficile que ce qu'on avait anticipé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a démarré l'année 2024 avec des négociations qui ont été avancées, négociations annuelles. Bruno Le Maire considérant que l'inflation était principalement un sujet alimentaire et que pour faire baisser les prix, il fallait que les négociations commencent plus tôt. Une des contraintes de ces négociations, c'est que nous, entreprises de taille intermédiaire, on a dû signer nos contrats 15 jours avant les entreprises de plus grande taille. Et on considère que c'est un élément de concurrence un peu déloyal parce qu'on a dû terminer les sujets et donc les grands concurrents savaient ce qui s'était passé, savaient les places qui étaient libres un petit peu dans les rayons pour pouvoir terminer leurs négociations. Ça, c'est le premier élément. On a eu aussi, et pour vous donner un ordre d'idée, la société Saint-Jean à fin février, on avait un chiffre d'affaires en croissance de près de 9%, et quand on voit que l'année, on termine avec une toute petite croissance de plus 0,4%, vous voyez un petit peu l'effet de l'année, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi en 2024 énormément de changements d'enseignes. C'est les plus grands mercatos d'enseignes qu'on n'ait jamais connus dans la grande distribution depuis ces 20 dernières années. Carrefour qui rachète Cora, Casino qui disparaît principalement au profit d'Intermarché et d'Auchan, une trentaine de magasins étant rachetés par Carrefour, et puis aussi le groupe Shiver qui pèse quand même plus d'1,5 milliard, qui passe d'une franchise Auchan à une franchise Système U. Donc on a eu des clients qui cette année ont été beaucoup occupés à s'intéresser
à restructurer un petit peu l'ensemble et à intégrer l'ensemble des magasins achetés, et donc moins focusé sur les clients. On a en troisième élément l'arrivée de Panzani, société de leader de pâtes sèches qui est arrivée sur le marché des pâtes fraîches, avec des ambitions de prendre dès la première année 5 points de part de marché, 25% de part de marché à un horizon de 5 ans. Et donc la société Panzani a mis des moyens considérables, parce qu'on parle de 10 à 12 millions qui ont été injectés dans ce lancement des pâtes fraîches, donc injectés dans des budgets de référencement, dans de la promo, dans de la publicité. Et clairement, les deux entreprises leaders, Lustucru et Rana, ont aussi réagi à l'arrivée de ce leader en injectant aussi, on parle de 10 millions d'euros, 6 pour Lustucru, 4 pour Rana, dans de la publicité, des promos supplémentaires. Forcément, Saint-Jean, on était le troisième larron du marché des pâtes fraîches avant l'arrivée de Panzani. On a souffert dans les négociations et dans les référencements. On a par exemple perdu Intermarché au niveau national. On a perdu aussi des références chez Carrefour et Auchan, tout ça pour laisser de la place à Panzani. Et donc forcément, c'était difficile de lutter face à cette forte injection d'argent qui arrivait sur le marché des pâtes fraîches. Marché des pâtes fraîches qui a été dynamique du coup en 2024, parce qu'il a cru en volume de 10%, en valeur de 3%. Donc on voit bien l'effet de cette injection d'argent, cette multiplication des promos, et forcément quand vous êtes un peu plus petit, c'est difficile d'émerger et difficile de lutter. Donc ça a été un élément important. On a eu aussi des vents contraires sur certaines clientèles qui sont plus spécifiques à Saint-Jean. Clairement, l'activité commerciale, le niveau d'activité n'a pas été au niveau attendu. Et encore aujourd'hui, la restauration souffre. On a des clients industriels aussi qui ont souffert des changements d'enseigne, dont un client qui faisait 35% de son chiffre avec Casino en marque de distributeur. Donc forcément, quand les marques de distributeurs Casino s'arrêtent, les commandes s'arrêtent aussi chez nous. Et aujourd'hui, ce client est d'ailleurs en forte difficulté, même financière. Et puis, on espérait une reprise du marché bio après 2 années difficiles. Cette reprise a eu lieu en magasin spécialisé, mais n'a pas encore eu lieu en grande distribution, là où on réalise 2 tiers de nos ventes en bio. Donc, pour toutes ces raisons, on a eu une année 2024 difficile, et certaines de ces raisons, malheureusement, perdurent sur le début 2025. L'année 2024, ça aura été par contre aussi le démarrage de notre nouvelle usine de pâtes fraîches, avec le lancement à partir d'avril 2024 de la gamme Tradition en pâtes. On a par contre différé le lancement des grandes ravioles à octobre, parce que clairement, avec l'arrivée de Panzani, il n'y avait pas de place sur le rayon pour lancer trop d'autres produits, compte tenu de l'arrivée de plus de 10 références en rayon au travers de Panzani. Donc tout ça, ce sont des éléments qui font que finalement, cette année n'a pas été exceptionnelle. Par contre, aujourd'hui, l'intérêt, c'est que cette nouvelle usine de pâtes est en route, fonctionne bien. Nous avons du coup gagné beaucoup de capacité sur le site de Romans, à la fois capacité que l'on pourra développer en ravioles, en pâtes simples et en pâtes farcies. Et maintenant, les fondamentaux sont bien installés et nous permettent de nous concentrer sur l'activité commerciale, alors qu'avant la réalisation de cette usine de pâtes, nos capacités de production étaient forcément beaucoup plus limitées. La bonne nouvelle de 2025, c'est que malgré tout, l'aventure Panzani a été un échec. Au meilleur de leur vente, ils ont réussi à avoir 1 point de part de marché. 10 millions d'euros pour 1 point de part de marché, c'est clairement une très très mauvaise opération financière. Et donc Panzani a arrêté les pâtes fraîches au 31 mars de cette année 2025. Si Saint-Jean a connu une année plutôt moyenne, l'activité de 2 roues, elle, a été bonne. Pourquoi ? Parce que la grippe aviaire continue à s'installer un petit peu dans le monde. Les USA ont été très touchés. Sur la fin d'année aussi, l'Europe de l'Est. Donc le cours des œufs est resté très haut.
Donc on n'a pas eu une activité en volume importante, parce qu'aujourd'hui le cours des œufs étant tellement haut, c'est très dur d'acheter des œufs sur le marché libre, et en tout cas quand on les achète, les prix sont tellement chers que c'est pas très rentable. Donc on préfère se concentrer simplement sur les contrats que nous avons, mais Deux Roues a fait une très très belle année avec un chiffre d'affaires record de plus de 16 millions d'euros et des résultats plus qu'exceptionnels. Et puis bon, les filières opérationnelles, les filiales immobilières, bon, on fait des résultats qui sont là aussi très bons, mais il n'y a pas d'éléments factuels liés à l'activité sur ces filiales-là. Et Saint-Jean Boutique continue sa progression avec des résultats qui se sont légèrement améliorés. Voilà ce que je pouvais dire sur l'activité. Merci Guillaume. Donc, Marie-Christine. Si les actionnaires ont des Oh, questions. je vais répondre maintenant, d'accord. Oui. J'ai une question sur les pâtes fraîches. Qui représente en pourcentage du chiffre d'affaires de On va vous donner un micro pour qu'on puisse vous entendre, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires de Saint-Jean, les pâtes fraîches, l'activité pâtes fraîches représente combien en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires global? Globalement, en volumétrie, pâtes fraîches, quenelles, ravioles, c'est 30%, l'activité traiteur 10%, je vous passe les virgules, et l'activité ravioles, c'est plutôt un peu plus de 40% du chiffre d'affaires, et pâtes fraîches et quenelles, on est plutôt sur 25% du chiffre d'affaires. D'accord. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Petite question. Compte tenu des efforts marketing très importants, vous avez présenté les 3 concurrents de Saint-Jean, l'année 2025 va être une année déflationniste encore pour vous, ou au contraire, vous allez pouvoir remettre un petit peu de prix parce qu'il y aura moins de force, je dirais, marketing et commercial des concurrents? Alors, nous, on a continué à monter nos prix, globalement, hein, sur l'année 2024 et même sur le début de l'année 2025. Aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est pas tellement les prix, c'est la volumétrie. Donc il faut qu'on aille chercher beaucoup plus de volumétrie. Et je ne suis pas sûr que dans le contexte économique dans lequel on est, monter les prix soit forcément une bonne chose. On va maintenir les prix, mais il faut vraiment aller chercher de la volumétrie, donc travailler la rentabilité, travailler l'efficience des sites, être attentif à toutes les charges qui ne contribuent pas soit à la productivité, soit à l'augmentation du business. Mais voilà, au niveau des prix, je suis un peu plus prudent, même si mécaniquement cette année, les prix moyens de l'activité pâte fraîche devraient remonter, parce que l'activité promotionnelle de nos concurrents, clairement, avec un gros concurrent en moins, donc Panzani qui a disparu, elle va fortement diminuer cette année, quoi. Et alors, compte tenu de votre capacité très importante maintenant en pâte fraîche, puisque la vision de Claude Gros, qui malheureusement n'est pas là avec nous aujourd'hui, sa vision c'était quand même de faire cet investissement très important, de positionner le groupe pour l'avenir, et c'est un challenge important, 80 millions pour 110 millions de chiffre d'affaires. On peut imaginer qu'il va falloir un futur radieux pour pouvoir rentabiliser ces investissements. Saint-Jean, c'est le pastier français, c'est comme ça que vous le marketez. Est-ce que vous avez testé la ménagère pour voir s'il y avait un impact sur la notion de pastier français, ou est-ce que la ménagère ou l'homme qui fait ses cours, pas de sexisme, est-ce qu'il est réceptif à ça, ou est-ce que quand on veut acheter des pâtes, on achète encore des pâtes avec quelque part une petite notion italienne parce que ça fait rêver, et au niveau de la pâte fraîche, parce que dans les rayons pendant toutes ces années, la pâte fraîche italienne faisait un petit peu rêver, une sorte d'évasion, d'exotisme. Et est-ce que le consommateur français ou étranger, parce que peut-être qu'un jour les ravioles du pastier Saint-Jean seront exportés, est-ce que vous avez testé les consommateurs sur ces produits, notamment sur cette notion de pastier français, puisqu'on voit que vous avez un drapeau quand même, c'est très significatif au niveau du marketing. C'est clairement un positionnement qui est un peu différent de Lustucru, qui est plus une marque familiale, et puis de Rana, qui est clairement l'italien du rayon.
Quand on questionne les consommateurs, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites sur les attentes des consommateurs, le produire en France, le local, le sain, le bio, tout ça intéresse énormément les consommateurs. Le premier critère d'achat face au rayon, ça reste le prix. Et donc il faut avoir ces deux éléments en tête, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des attentes, et qui sont légitimes et qui sont celles que j'ai citées au début, et puis il y a la réalité de ce que fait le consommateur, et la France est sans doute le marché sur lequel il y a le plus de décalage entre mes attentes, ce à quoi j'aspire, et ce que je fais dans le rayon. Et pour moi, c'est pas qu'une question de pouvoir d'achat, contrairement à ce qu'on nous raconte, mais c'est vraiment une question de, je dirais presque d'intégrité du consommateur. Et je pense que des sociétés comme les nôtres, on doit plus insister sur... on doit plus demander d'efforts au consommateur en lui disant tu veux du bio, tu veux du naturel, tu veux du français, achète aussi. Et c'est pas pour les autres, quoi. Donc là-dessus, on a un vrai discours à changer. Et c'est vrai que ce matin, je suis passé au Carrefour Écully et j'ai pris une photo de ce qu'on voit au-dessus des allées. Et on voit prix cassé 0,99, moins 15%, moins 30%. Et donc on a une grande distribution qui ne parle que de prix. Et ça, il faut qu'on arrive, nous, avec nos petits moyens, à essayer de faire changer le consommateur et à lui dire si tu veux manger sain, si tu veux manger, nous on formule nos produits Saint-Jean en clean label, on est les seuls à faire ça, Roland ne le fait pas, Dustourco ne le fait pas, on fait du bio, 20%, un peu moins de 20% de notre activité, on doit plus insister, on publie un rapport RSE avec énormément de choses, on doit plus insister sur consommateurs français, achète aussi français, quoi. Pense à nous, quoi. Ok. Et j'ai une dernière question. Historiquement, Saint-Jean a toujours fait des marques distributeurs pour compte de tiers, avec des plus ou moins des impacts sur des volumes, des années avec beaucoup de volumes, des affaires avec des volumes beaucoup plus faibles. La grande distribution, notamment Carrefour, annonce, carte sur table, qu'ils souhaitent un pourcentage très important, on parle de 40%, 50% de produits grande distribution dans les rayons. Est-ce que ça veut dire, compte tenu de la taille de votre usine et des capacités de production, que vous allez, pour augmenter les taux d'utilisation de capacité de production de votre usine, la remplir avec, en tout cas à court terme, des marques distributeurs où vous allez préférer avoir des taux d'utilisation de capacité de production plus faibles et quelque part avoir une marge un peu plus faible? Comme je vous ai dit au préalable, on a plus besoin aujourd'hui de volumétrie, donc de masse de marge, que de gagner un point de marge au travers des tarifs. Quand on présente notre stratégie de marque à nos équipes, on dit nos marques, c'est stratégique, donc la marque Saint-Jean, la marque Royan, la marque Comptoir du Pastier, vraiment c'est stratégique. Les NDD, donc les marques de distributeurs, c'est tactique. Clairement, il y a des périodes où quand des usines sont pleines, on regarde la rentabilité et on sort souvent des marques de distributeurs moins rentables pour nous au profit du développement de nos marques. Là, on a de la capacité. Clairement, on va aller chercher le temps de remplir nos usines avec nos marques. On va aller chercher sans doute un peu plus de marques de distributeurs qu'on en a eu par le passé pour avoir des volumes conséquents rapidement, quoi. C'était ma question. Merci. Je vais poursuivre concernant ce qui avait été dit par monsieur précédemment. Quel est le taux d'utilisation de la nouvelle usine en capacité? Alors, je cite souvent un de nos voisins qui s'appelle la société Deli-France, qui avait fait un investissement conséquent et pour lequel l'idée c'était de réorganiser les productions de croissants dans différents sites. Et donc, quand l'usine a été terminée, ils ont basculé des volumes qui existaient sur différentes usines dans cette usine. Et donc, du jour au lendemain, quasiment 100% des outils industriels étaient à pleine capacité. Nous, on a clairement construit un outil pour l'avenir, pour les années à venir, donc avec ce qu'on avait en termes de capacité. Et tant qu'on n'avait pas cet outil, on ne pouvait pas produire plus parce que l'usine était vraiment remplie. Aujourd'hui, on a un outil qui a énormément de capacité. Voilà, aujourd'hui, on est à peu près à 20-30% de taux d'occupation. Clairement, c'est pour grandir, quoi. On a une part de marché qui est faible. Aujourd'hui, sur l'ensemble de l'univers des pâtes et ravioles, on a autour de 6 points de part de marché.
Notre but, c'est de faire grandir cette part de marché et de devenir un acteur majeur, beaucoup plus important que ce qu'on est aujourd'hui sur ce marché. Sur les quenelles, en 2007, pour vous donner un exemple, quand on a repris les 2 sites de quenelles, on avait 4 points de part de marché en grande distribution. On avait des activités de restauration qui étaient importantes, 4 points en grande distribution. Aujourd'hui, on est à 35 points de part de marché. Donc, grâce à un actionnaire qui investit sur la durée, on sait grappiller des points de part de marché petit à petit. Aujourd'hui, ce qui est, moi, un des constats que je fais, ce qui est dramatique pour certaines sociétés, c'est les allers-retours, avec des changements de stratégie réguliers. Et nos marchés, c'est des marchés sur lesquels il faut être besogneux. On va grappiller la part de marché petit à petit. Et pour ça, il faut une confiance sur le moyen long terme. Et je pense qu'avec l'investissement qu'on a fait, la qualité des équipes, voilà, on va aller grappiller ces parts de marché sur le moyen long terme. Merci de votre réponse. Vous avez parlé tout à l'heure que vous étiez cleanable. Je ne connais pas ce terme. Qu'est-ce que ce terme ? Oui, en fait, c'est qu'on formule sans conservateur, on formule qu'avec des produits naturels. Merci. Monsieur. Bonjour, je viens toutes les années. Je voulais vous demander, par rapport, Monsieur Gros parlait régulièrement d'opérations de croissance en Allemagne, je crois, ou dans d'autres, où ils étaient à l'affût d'une opération de croissance. Où en est-on, ça, je suppose que ça n'a pas diminué. Les opérations sur lesquelles on a regardé, c'est vraiment... Il y a toujours des opérations sur lesquelles on regarde. L'Allemagne, c'en était une piste qui est plutôt à l'arrêt aujourd'hui. Il y a d'autres pistes qui sont à l'étude. Sur ces opérations, de toute façon, tant que ce n'est pas signé, il peut toujours y avoir des opérations qui ne se feront pas. Donc en fait, ça reste un des objectifs de la société de continuer à croître aussi par croissance externe. C'est les difficultés que vous avez eues cette année qui ont entraîné la suppression du dividende, qui n'était pas très élevé, mais où ça fait partie, on a regardé les dividendes en pensant à notre trésorerie et aux besoins futurs, et donc cette année, on a décidé de supprimer le dividende. Également, encore une autre question. La négociation avec la grande distribution a été faite il y a combien de temps ça s'est produit? Et la prochaine, enfin, le calendrier des opérations avec la grande distribution? La prochaine, elle doit être terminée. Alors, cette année, c'était au 15 janvier, ça s'est arrêté en 2024 pour nous en tout cas, hein, et puis pour Panzani et Lustucru sur certains marchés au 31 janvier. L'année prochaine, on retombe dans le calendrier standard des lois Egalim, c'est-à-dire à fin février, au 1er mars exactement, et toutes les sociétés en même temps. Donc là, au moins, on sera sur le même pied d'égalité. Ça concerne des marques. Et à côté de ça, tous les autres dossiers qui ne sont pas sous Egalim, la marque de distributeur ou autre, les négociations se font tout au long de l'année. D'accord, donc il n'y aura pas le problème l'année prochaine qu'il y a eu cette année, où vous avez été défavorisé. Écoutez, quand vous savez que un de vos concurrents a été sorti d'un dossier national, vous êtes quand même plus en position de force pour vous positionner et placer vos références dans les 15 jours qui suivent, quoi. Vous faites des campagnes au niveau télévisuel, au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la répartition des ventes, notamment Auvergne, bien entendu, Auvergne-Rhône-Alpes, mais sur les autres régions françaises, comment ceci évolue en termes de produits? Alors, je pense qu'on parle plus de la grande distribution que de la marque Saint-Jean, ou non, tout type de... Sur l'ensemble, puisque la campagne est nationale sur le pastier français. Oui, mais elle concerne que la marque Saint-Jean, quoi. Après, globalement, on a des évolutions de vente qui sont plus fortes sur les régions où on est moins présent que sur les régions où on est fortement présent actuellement. Donc,
c'est plus dur de continuer à prendre de la part de marché là où on est très fort que sur des régions où on est encore moins présent. La publicité, depuis le deuxième semestre 2024, on a remis beaucoup plus de moyens, alors que suite à la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l'électricité et des matières premières et des emballages, on avait plutôt réduit les efforts publicitaires et les efforts promotionnels. Là, on a remis beaucoup de moyens à un niveau le plus haut qu'on ait jamais eu jusqu'à présent pour pouvoir relancer les ventes. Toujours difficile de mesurer l'impact sur les consommateurs de l'ensemble de ces moyens que l'on peut mettre. Pour autant, on fait quand même des études de notoriété sur la marque Saint-Jean tous les ans. Donc la prochaine sera fin 2025. Fin 2024, on n'avait pas vu beaucoup d'évolution positive par rapport à 2023. J'espère que cette année, on sera sur un cycle complet d'investissement, qu'on verra des vraies différences sur la notoriété de la marque. Et cette année, malgré un début d'année difficile, la marque Saint-Jean se porte plutôt bien et en tout cas surperforme le marché par rapport à l'ensemble de nos concurrents, aussi bien en quenelle qu'en pâte fraîche. On va parler une minute. Donc on a d'abord les activités publicitaires, mais après il y a aussi des relations publiques, si on peut le dire, donc pour essayer d'avoir de l'attention où on ne serait pas obligé de payer. C'est vrai que cette année, on a fait aussi on a été aussi beaucoup présent à la télé, à la radio, dernièrement CNews, M6, TF1, des reportages. On autorise, ce qu'on ne faisait pas avant, on autorise les télés à venir filmer chez nous, alors vraiment sur des parties de l'usine qui sont pour nous non confidentielles. Donc généralement les pieds de ligne, ce qu'on appelle les parties conditionnement, où on a des choses qui sont assez communes chez tous les industriels, mais ça nous permet d'attirer des grands médias et de passer sur des JT à 20h, voilà. Et donc ça c'est très intéressant aussi en termes de communication. Je voudrais rebondir sur la question effectivement sur le budget publicitaire. Est-ce qu'on peut avoir une idée du montant, enfin du coût de ces campagnes de façon annuelle? Et puis deuxième question, vous aviez, quand vous avez démarré l'usine, un projet 2029-2030 d'atteindre un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros environ. Est-ce que le fait que l'année 2004 soit un petit peu molle remet en cause cet objectif ou au contraire vous le maintenez? Alors sur le montant des campagnes publicitaires Pas sûr que tu serais, d'un point de vue concurrentiel, si tu... de répondre à ce genre de choses, ouais. Bah, c'est des montants qui sont conséquents, hein. On parle à notre échelle de plus d'1 million d'euros d'investissement publicitaire. Et sur la feuille de route, le début d'année est un peu plus dur, on pense que le deuxième semestre devrait être bien meilleur. Après, une feuille de route, ça juge dans la durée. Clairement, quand on avait fait le plan en 2018 d'investissement et le plan directeur qui permettait de supporter cet investissement à Romans, fin 2017, on a écrit des choses qui, en 2023, on était à peu près au chiffre d'affaires à 2 millions près qu'on avait prévu. Donc des hauts et des bas, il y en a toujours dans la vie d'une entreprise. Là, on est plutôt dans un creux, mais fondamentalement, Panzani s'en va, voilà, il peut y avoir des choses qui bougent. Moi, je reste confiant, on est quand même sur un marché de la pâte fraîche qui continue à progresser en valeur et en volume. Les pâtes, ce sont des produits consensuels qui intéressent l'ensemble de la famille. Et donc, voilà, j'ai pas vraiment d'inquiétude. Après, est-ce que ce sera 150, 170 ou 140 c'est encore un peu tôt pour le dire en 2030. Vous aviez eu une idée lumineuse en rachetant une affaire, une casserie d'œufs, à un moment extraordinaire, on va dire. Donc là, je te félicite, je dirais la prise de décision rapide dans des temps qui étaient très difficiles. Est-ce que vous avez identifié d'autres sociétés de ce registre-là qui pourraient venir faire le pourtour de Saint-Jean? Voilà, donc après les œufs, est-ce que, je sais pas, le comté ou d'autres matières premières pourraient s'adjoindre au groupe? Les œufs, c'était vraiment l'idée de racheter la société de Roux Frères au départ, c'est que les deux frères souhaitaient arrêter leur activité, prendre leur retraite. Clairement, cette activité, pour nous, elle était stratégique parce que c'était la seule société qui correspondait, qui était capable de produire de la coule d'œuf correspondant au cahier des charges
de la Raviole, donc Label Rouge et IGP. C'est-à-dire que si 2 roues avaient été vendues à un tiers, et que globalement, à l'époque, l'œuf était vraiment dans une crise, les tiers auraient racheté l'activité pour les élevages, auraient fermé sans doute le centre de conditionnement et la casserie, et donc on n'aurait plus eu de coule d'œuf pour l'activité Raviole, 43% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc c'était vraiment quelque chose de dramatique. Et on ne l'a pas fait à l'époque, parce que l'activité était très peu rentable. On ne l'a pas fait pour la rentabilité, mais on l'a fait pour la pérennité de l'activité Saint-Jean. Bon, il s'avère qu'entre-temps, la situation a complètement changé avec la grippe aviaire et que l'œuf est devenu une activité rentable. Il faut savoir aussi que ça nous pénalise sur Saint-Jean, parce que au lieu d'acheter de l'œuf à 1 euro du kilo, on achète plutôt de l'œuf à 2,50 € aujourd'hui chez Saint-Jean, quoi. Donc voilà, c'est une... Mais effectivement, l'activité de l'œuf, ça a été la poule aux œufs d'or, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais c'était un peu inattendu. Faut savoir que le groupe Avril a vendu son activité d'œuf, 200 millions d'activités principalement au groupe LDC. Ils perdaient 30 millions d'euros. Ils l'ont vendu juste avant que l'ensemble du marché se retourne. Donc on voit bien que ce qu'on pourrait qualifier peut-être de décision visionnaire, voilà, on voit que des fois les paris ils sont un peu difficiles à préjuger, de ce qui pourra se passer à l'avenir, c'est difficile. Là on a fait une belle affaire plutôt, tant mieux pour nous. Si à chaque fois qu'on pouvait, on avait le nez aussi creux pour acheter des entreprises, bon ça se saurait, quoi. Et c'est pas une science exacte, on le voit bien dans tout ce qui se passe dans le monde économique, quoi. Je voudrais prolonger sur les investissements. Ça montre aussi qu'on est capable, et que l'équipe est capable de trouver de la croissance externe et reprendre un business, c'est une chose, mais après faire l'exécution pour pouvoir faire croître ce business, c'est quelque chose d'autre. Donc nous avons une équipe qui est capable de le faire. Oui, petite prolongation sur les investissements, il y avait 13,5 millions de CAPEX en 2024. J'imagine qu'une partie était dédiée à la construction du nouveau siège social. Est-ce qu'on pourrait avoir une répartition et puis surtout les budgets de CAPEX pour 2025 et également sa répartition? Globalement, les investissements courants, c'est à peu près 5 millions d'euros par an. Hors investissement exceptionnel lié à des projets comme celui qu'on a pu avoir à Romans, qui était d'une enveloppe globale de 82 millions d'euros avec des années d'amortissement qui ont été différentes suivant les parties de projet qui ont pu être réalisées, quoi. Et c'est vrai que dans les 13 millions d'euros, du coup, c'est principalement des investissements liés au projet de Romans et la nouvelle usine. Et pour 2025? Et pour 2025, il y aura de nouveau des CAPEX qui seront liés à la fin du projet d'investissement à Romans, et autrement des CAPEX courants d'environ 5 millions d'euros. Le siège sera livré cette année en 1er juillet. 1er juillet. D'accord. Il est terminé, on a commencé les déménagements. Autre question sur le compte de résultat 2024, il y a une augmentation des charges externes de 10%. Je voulais savoir à quoi c'était dû. Est-ce que c'était la mise en place la mise en fabrication des nouvelles lignes? Est-ce qu'il y avait des coûts exceptionnels liés à cette montée de charges externes, ou c'était quelque chose qui était tout à fait normal? Non, il y a des coûts liés à la mise en place des nouvelles lignes qu'on a estimé à peu près 1 million d'euros. Après, le fait de mettre en route des nouvelles surfaces impose aussi des coûts supplémentaires. Même si au global, on a diminué par les coûts énergétiques au mètre carré, on a beaucoup plus de mètres carrés, donc on a augmenté les coûts énergétiques. Et puis après, il y a tout un tas d'installations qu'on met en place, qui ont des obligations légales de contrôle. Et donc on a été obligé d'augmenter aussi tout un tas de contrats. Ça peut être sur des portes automatiques, ça peut être sur des portes coupe-feu, ça peut être sur des chariots, ça peut être... Et tout ça, c'est des charges qui viennent en plus de l'activité précédente, avant la mise en route de ces nouvelles installations. Mais dans les années à venir, on devrait avoir normalement moins de croissance des charges externes. Après, on a aussi une partie de la croissance des charges externes qui est liée à l'inflation. Beaucoup de contrats où on avait des hausses de 2%. Avec l'inflation, les hausses sont passées à 5%. Et là, des fois, c'est difficile de tout renégocier, quoi. Merci. J'aurais une dernière question financière. Vous avez 30 millions d'euros de trésorerie investis dans
dans des dépôts à terme. Est-ce qu'on pourrait connaître le taux de rémunération? Parce que vous êtes endetté, mais vous arrivez quand même à faire un résultat financier positif, ce qui est assez remarquable. Donc je sais que la partie emprunt était très bien négociée, mais sur la partie trésorerie placée, j'ai l'impression que c'est aussi pas trop mal négocié. Très bien négocié aussi. Donc je sais on a encore pour 12-14 millions d'euros, plus de la moitié des taux qui sont supérieurs à 4% encore. Ouais. Parce qu'il y en a qui courent jusqu'à fin 2028. Donc c'est des très bons placements. Les derniers qui ont été négociés sont bien évidemment un peu inférieurs, mais ils sont encore à plus de 2,5, presque 3%. Ouais. Donc il y a bien une activité de banque d'investissement audacieuse dans cette société. C'est très bien géré. D'autres questions? Juste pour faire suite à l'intervention là, concernant les charges financières, on peut imaginer que la situation financière de Saint-Jean sera un petit peu dégradée 2025-2026 et puis après va connaître je dirais de nouveau une ascension puisque vous allez continuer à rembourser de votre dette, faire un croisement, la rentabilité va augmenter, le chiffre d'affaires va augmenter, vous allez gagner des parts de marché et on va voir une amélioration de la structure financière assez forte du groupe. Pendant ces années un peu difficiles que nous connaissons, et à voir la structure financière de la société, on peut imaginer que ce n'est pas aujourd'hui très agréable de voir cette dégradation de la dette par rapport à l'EBITDA par exemple. Est-ce que vous avez des covenants bancaires? Non. Ok. D'accord. Ok. Je reviens sur le résultat d'exploitation. On a une forte hausse de la dotation d'amortissement, c'est suite à la nouvelle usine? Ah oui, oui, effectivement. D'accord. De même que les charges exceptionnelles et les produits exceptionnels qui sont composés essentiellement des amortissements dérogatoires. D'accord, ok. Bon. Plus de questions? Je vous propose qu'on va passer au vote des résolutions. Enfin, pour ces résolutions, vous avez, je crois, tous une plaquette. Et on peut aller en page 67. Vous éviterez de les lire quand elles sont longues. Pour qu'on puisse voter 67 de la plaquette. Sur la première résolution, on vous propose d'approuver les comptes sociaux 2024 qui font ressortir un bénéfice de 2 756 991,53. Qui est pour d'approuver les comptes. Oui, approbation. Je vous laisse lever haut la main d'être approuvé. Ce qu'il y a eu, oui, on va peut-être faire les contre. C'est ce que vous proposez. Les contre. Donc les rejets. Donc, et abstention, il n'y en a pas. Donc moi, par vote par correspondance, j'ai 440 votes par correspondance qui ont voté contre. Donc en conséquence, cette résolution elle est adoptée à la majorité. La deuxième résolution, c'est sur l'affectation du résultat de l'exercice 2024. Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'année au compte autres réserves, qui est contre, des abstentions. En droit de vote, en vote par correspondance, il y en a eu 42 018. Donc cette résolution est adoptée à la majorité. On passe à la troisième résolution, c'est sur l'approbation des comptes consolidés. Il faut ressortir un bénéfice par du groupe de 2 11 645 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc moi, en vote par correspondance, j'en ai 1240. Donc elle est adoptée à la majorité. La quatrième résolution concerne l'approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de l'exercice 2025. Donc qui est contre? Les abstentions?
Donc, pour droit de vote, les votes par correspondance sont pour 42 218. Donc, cette résolution est adoptée à la majorité. La 5e résolution, c'est la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de l'exercice 2024. Qui est contre? Abstention. Donc moi, j'ai des abstentions pour 41 218 par vote par correspondance. Donc cette résolution est adoptée à la majorité. La 6e résolution, c'est les approbations des conventions et engagements réglementés. On appelle ça les conventions courantes. Qui est contre? Abstention. J'ai 440 abstentions par vote par correspondance. Donc elle est adoptée. Abstention. Elle est adoptée à la majorité. La 7e résolution, c'est la ratification de la cooptation de M. David Alexandre Gros en qualité d'administrateur jusqu'à cette assemblée. Donc, qui est contre? Les abstentions? J'ai 42 018 votes par correspondance qui est contre, en abstention, pardon. Donc, cette résolution est adoptée à la majorité. 8e résolution, c'est le renouvellement de Mme Aline Collin pour une durée d'1 an en tant qu'administrateur. Qui est contre? Okay. Qui fait un rejet? Une abstention, pardon. J'ai des abstentions pour 42 018 par vote par correspondance. Donc, cette résolution est adoptée à la majorité. 9e résolution, c'est le renouvellement du mandat d'administrateur de Laurent Deltour pour une durée d'1 an également. Rejet, abstention. Et par vote par correspondance, c'est 42 018 qui sont en vote en abstention. La 10e résolution, c'est le renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Marie-Christine Gros-Favreau pour une durée d'1 an. Rejet, abstention. Donc, moi j'avais en vote par correspondance 440 actions qui vont voter qui ont abstention. Donc en conséquence, cette résolution est adoptée à la majorité. La 11e résolution, pas mal de résolutions cette année, c'est le renouvellement du mandat d'administrateur de M. David Alexandre Gros pour une durée d'1 an. Rejet, abstention. J'ai une abstention de 1240 voix par vote par correspondance et un rejet de 40 778. Donc elle est adoptée à la majorité. 12e résolution, c'est le non-renouvellement du mandat d'administrateur de M. Claude Gros à sa demande. Des rejets, des abstentions. Donc, et moi j'ai en vote par correspondance 41 218 d'abstention. Donc elle est adoptée à la majorité. 13e résolution, c'est la nomination de Guillaume Blanc-L'Oeil en qualité d'administrateur pour une durée d'1 an. Rejet, abstention. J'ai 440 abstentions en vote par correspondance. Donc, cette résolution est adoptée à la majorité. 14e résolution, c'est la fixation des rémunérations allouées aux administrateurs pour l'exercice en cours et ultérieur. Rejet, abstention. J'ai 42 018 abstentions par vote par correspondance. Cette résolution est donc adoptée à la majorité. La 15e résolution, c'est la nomination du cabinet Auris Audit en qualité d'auditeur de durabilité. Alors, cette résolution, le Conseil vous demande de rejeter compte tenu de l'évolution de la législation qui a repoussé l'obligation pour la société Saint-Jean Group d'éditer un rapport CSRD. Donc on vous propose de la rejeter complètement puisqu'on n'a plus d'obligation d'avoir un comité d'audit. À l'époque, on a rédigé ces résolutions, on ne savait pas, donc on a été obligé de la mettre. Rejet. Non, c'est l'inverse. Approbation de tout le monde. Oui. 16e résolution, autorisation donnée au conseil d'administration de procéder à l'achat par la société de ses propres actions au prix maximum de 25 €. C'est une résolution qu'on met chaque année dans le cadre du programme de rachat. Est-ce qu'il y a eu des rejets?
Des abstentions, j'ai 440 abstentions. Elle est approuvée à la majorité. On va passer aux résolutions à caractère extraordinaire. C'est autorisation donnée au Conseil et pour la 17e résolution de procéder à l'attribution d'actions gratuites aux salariés de la société et à ses filiales et aux mandataires sociaux à hauteur de 40 000 actions maximum. Rejet, abstention. Alors moi j'ai des abstentions pour 41 774 actions et un rejet pour 13 513 par vote par correspondance. Elle est donc adoptée à la majorité. Et la 18e résolution, c'est la modification du paragraphe 2 de l'article 18 des statuts qui permettait de prendre en compte dans le quorum des présents les administrateurs participant aux réunions de conseil d'administration par visioconférence. Avant, c'était limité pour certaines réunions qui étaient interdites. On permet de le faire, donc on l'a inclus dans nos statuts pour être plus libre. Est-ce que le rejet, les abstentions, j'ai 440 abstentions, rejet en vote par correspondance. Elle est donc adoptée à la majorité. La 19e résolution, c'est un rajout d'un article 21 dans les statuts afin de permettre la nomination de censeurs. Ce n'était pas prévu non plus dans nos statuts, on le rajoute. Est-ce qu'il y a des rejets, des abstentions? J'ai 440 abstentions par vote par correspondance. Donc cette résolution est adoptée à la majorité. Merci. Je vais voir s'il y a des autres questions. On peut clôturer l'Assemblée à 15h. Sinon, on a un petit peu moins d'1 heure. Merci beaucoup.